tous, bienvenue dans Live Story, l'émission qui vous emmène dans les coulisses, backstage, à la rencontre de vos artistes préférés. Je vous emmène à la rencontre de la rédactrice en chef du magazine Négus, Sarah Kouaka, tout de suite sur Live Story. Bonsoir et bienvenue dans l'ère du temps, un concept Black Fahrenheit. Le but étant de mettre en lumière des artistes peintres, créateurs, entrepreneurs et j'en passe. Ce soir, focus sur le magazine Négus. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Kouaka. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Sarah, vous êtes rédactrice en chef de Nofi. Et vous avez accepté le challenge d'être la nouvelle rédactrice en chef de Négus. Ah ouais. Pourquoi vous? Moi, j'ai vu naître en fait le projet Négus du tout début, du concept d'idée à la matérialisation. Ça s'est fait très vite, hein. J'imagine. Je tiens à le préciser. Christian et Jonathan se sont posé la question de savoir comment on repartait avec le Négus. Comment on retravaillait le Négus. Comme moi, j'ai participé à la naissance, à la conception même du projet Négus. Donc ça, c'est apparu comme assez logique en fait, quand on s'est demandé comment on allait changer, les modifications en tout cas qu'on allait faire intervenir dans le magazine et dans l'équipe, de me confier le bébé. Pourquoi un format papier alors qu'aujourd'hui beaucoup se dirigent vers le numérique? Alors c'est vrai, et le numérique c'est très bien parce que ça a permis beaucoup de choses et ça nous a permis d'occuper l'espace de façon assez inespérée. Mais le papier, ça reste quand même quelque chose d'important. Les gens vont toujours en kiosque pour aller acheter leur magazine. Les gens touchent toujours le journal. Donc il fallait aussi avoir un panel, disons, plus représentatif de nos sujets d'intérêt. Et pourquoi le nom Négus? Il fallait évidemment un nom fort. Et vous savez qu'avec nos filles, c'est vrai qu'on traite de beaucoup de choses, mais la sensibilité, elle est surtout sur l'histoire. Parce qu'on connaît mal notre histoire et c'est cette histoire qu'on essaie de se réapproprier. Et donc, on a cherché un nom qui phonétiquement serait fort, mais qui ne serait pas clivant. Donc, il ne fallait pas que ce soit négro ou nigas, ou quelque chose qui pourrait être très mal perçu, surtout outre-Atlantique aussi. Et Négus, en fait, c'est le nom des anciens rois égyptiens. Donc Haïlé Sélassié, s'il y a des rastas ici, était un Négus. Et donc on s'est dit que ça collait totalement en fait. Aujourd'hui, vous communiquez sur un nouveau format. Quelle est la différence entre l'ancien et le nouveau format? Alors déjà, il y a un petit peu moins de pages. Et puis pour ceux qui ont acheté les précédents Négus, il est plus petit, il est plus pratique, il rentre facilement dans le sac celui-ci. Il y a le papier aussi qui a changé. Exact, il y a la qualité. La fréquence aussi qui a changé. Donc celui-là, on tenait à le sortir maintenant parce qu'on voulait justement vous présenter ce revirement qu'on faisait avec le magazine Négus. Poser en tout cas les jalons de la nouvelle ligne que vous pourrez découvrir en 2019. Pourquoi avoir choisi comme thème Menace to Society? Donc j'ai choisi en fait cette ligne pour plusieurs raisons. D'abord l'actualité. Oui. D'abord l'actualité parce que il y a cette question des migrants, de ce qu'on appelle les migrants africains. Et c'est vrai que ça revient beaucoup dans les médias. Et puis il y a particulièrement eu cette histoire de l'Aquarius, donc ce bateau qui sauve des Africains qui se noient en mer et qu'aucun État européen ne voulait laisser accoster. Et ça m'avait particulièrement interpellée et je m'étais dit que en termes de valeurs humaines, en termes d'humanité, c'était une menace parce que les valeurs humaines se perdaient. Ensuite, il y avait aussi le fait que nous, Noirs, qu'on soit menaçants ou non, on est perçus, c'est vrai, souvent par les institutions et ici dans cette société française comme une menace. Surtout quand on s'affirme ou qu'on revendique des choses. Et puis, il fallait un élément de la culture populaire auquel tout le monde puisse s'identifier. Et Menace to Society, donc complètement par hasard cet été, notamment au salon de coiffure de Djenaba qui est là-bas. On parlait des films, en fait, de ces films justement qui sont emblématiques. Et Menace to Society a eu un impact très fort sur les jeunesses, évidemment afro-américaines, mais ici en France quand il est sorti, l'année d'après, en 1994. Donc je me suis dit que je voulais une ligne où, dès que vous mettez le nom, tout de suite, tout le monde
que ce soit des sympathisants de Négus, que ce soit des gens qui suivent nos filles, que ce soit des afros ou pas des afros, que ça dise quelque chose à tout le monde. Et je laisse au lecteur le choix du niveau de lecture. Justement, comment vous travaillez au sein de, j'ai envie de dire, quelque part, votre entreprise aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce que vous travaillez avec des pigistes ou vous avez toute une équipe autour de vous? On a évidemment un noyau dur, donc des gens de l'équipe qui sont là depuis le tout début. Puis on a aussi des contributeurs qu'on n'a pas choisis au hasard, mais les rencontres se sont faites au moment où elles devaient se faire. On a par exemple Max Limol, qui est consultant en sneakers, qui est venu ce soir et que je vais inviter à me rejoindre s'il veut bien. Donc dès qu'on m'a confié en fait la direction de la rédaction du Négus, je me suis dit je vais appeler Max et il faut qu'on trouve un concept. C'était une évidence. Voilà, et cette chronique on l'a appelée Do the Right Sneak. Pour moi, c'était quelque chose de totalement fondamental. Donc, c'était important pour moi de collaborer avec Négus. Je pars de la basket et je m'intéresse à tous les univers connexes, à tout l'écosystème hyper inspirant qui est autour de la basket. J'essaie de conscientiser les gens autour de leur consommation d'une manière générale. Vous voyez que ça, c'est des choses que vous ne saviez pas. Ah oui, non, mais il y a toute une histoire. Oui, la basket a une histoire, donc vous porterez maintenant vos sneakers différemment. On a rencontré un dessinateur, donc c'est rare, hein. Donc Bert Ewan, qui est l'auteur du dessin qui est en ouverture, donc qui accompagne les éditions. Et j'interviens donc dans Négus en ayant créé une bande dessinée en 3 cases. Je me suis posé une question à un moment donné, je me suis dit tiens, dans la BD, on n'a pas notre Titeuf, mais aussi les personnes en fait, qui me ressemblent. En fait. Je voulais créer un personnage, un héros, qui serait référence à nos enfants, et donc qui changerait justement voilà, de Titeuf ou de je ne sais qui, de Tintin, etc. Et donc j'ai créé un personnage, une jeune fille noire, qui s'appelle Elia. Et j'aimerais que nos enfants, en lisant ces aventures d'Elia, puissent se dire moi j'aimerais bien être comme elle. Et donc penser grand et avoir un héros, une héroïne qui est Est-ce qu'on a une autre personne? Une dernière. Une dernière. Une dernière, pourquoi? Parce que une des nouveautés de cette nouvelle édition, c'est les pages noires. Donc les pages noires, qu'est-ce que c'est? C'est un annuaire en fait. C'est un annuaire parce que avec les activités de nos filles, donc Noir et Fier, nos filles, la boutique maintenant, on gravite autour de beaucoup d'entrepreneurs, de beaucoup d'artisans, de beaucoup de gens qui font beaucoup de choses super intéressantes. Mais on s'est rendu compte qu'on ne les connaissait pas, qu'on ne pouvait pas forcément les identifier, qu'en dehors des événements, en tout cas dits afro, on ne savait pas du tout où trouver leurs produits. C'est aussi la raison pour laquelle existe le NEF Store. Mais on voulait proposer aux gens, parce qu'on a tous eu les pages jaunes, des annuaires, on a tous eu ça quand on était petits. Et puis tu cherches, je sais pas moi, un docteur, ou tu cherches ce que tu veux, et là, c'est l'occasion, et tu trouves. Et là, c'est vraiment l'occasion de mettre en lumière tous ces gens-là. Et donc, on a confié, dans toujours ce souci de confier aux gens les choses pour lesquelles ils sont les meilleurs, les choses qu'ils maîtrisent. On a fait appel à Tanguy, donc Tanguy qui est le président de l'association Black Network. Donc les pages noires, alors d'abord Black Network, c'est un réseau de solidarité et d'affaires entre membres de la communauté. Notre vision, c'est de soutenir les entrepreneurs, notamment de la communauté, qui ont envie de s'en sortir. Et c'est tout naturellement, du coup, qu'on s'est retrouvés sur les pages noires. L'idée, c'est sur 2 pages d'un journal, de mettre en avant des entreprises détenues par les membres de la communauté, pour qu'elles puissent avoir une visibilité dans un journal papier, donc que les gens vont garder chez eux pendant un certain temps, et avec une forte audience, quand même, et une publication, et un public ciblé qui va être pertinent. Je ne ferai pas intervenir d'autres personnes, mais je tenais quand même à préciser que l'interview centrale de ce numéro, c'est James BKS. Donc il est là dans la salle, je sais qu'il n'aime pas parler en public. C'est la première personne que j'ai contactée une fois qu'on a décidé de relancer le Négus. C'est lui que j'ai appelé et merci James pour ta confiance. Il m'a dit oui tout de suite. Donc on s'était rencontrés à l'époque où sortait le Gang des Antillais de Jean-Claude Barny. Il avait bossé sur la BO. Et j'ai voulu lui parce que c'est vrai qu'il y a ceux qu'on appelle des têtes d'affiche. On en a eu beaucoup. On a eu des Booba, des Kalash, des Kerry James, des Lido Mota, des Kemi Seba. Mais il y a aussi et surtout un grand nombre de personnes très talentueuses qui prospèrent
dans leur activité, qui ouvrent des portes qui sont là où on ne les attend pas, mais qui ne sont pas visibles, tout simplement parce que leur activité ne l'exige pas. Et donc, c'est ce que j'ai voulu faire avec James BKS. Il a composé pour des grandes stars aux États-Unis et puis maintenant il s'adonne à sa passion qui est la musique de film à la base. Il a sorti aussi un son il n'y a pas longtemps, Kwele. Donc c'est vraiment à lui que je voulais donner cette place-là dans ce premier numéro de cette nouvelle formule. Quel est le message que vous voulez faire passer à travers Négus? Je crois que d'abord il est le même pour toutes les activités qu'on lance, c'est vraiment de faire les choses, ce qu'il faut faire. Bien sûr. C'est vrai que c'est dur, mais tout est dur. Et puis on fait plein de choses qui sont dures et qui n'ont aucune utilité. Donc on peut bien faire un effort pour faire des choses qui sont utiles. Et c'est encore une fois d'encourager, parce que le but, c'est pas que Négus il se retrouve tout seul en kiosque à côté des autres magazines. Le but, c'est qu'il y ait d'autres gens qui se disent, bah voilà, je sais pas, moi je suis un passionné de skate, je fais mon magazine de skate, mais je suis un noir qui aime le skate et je fais mon magazine de skate, ou je fais mon magazine de sport et qu'il y en ait plein. Quels sont les objectifs en termes de vision ou d'ambition, j'ai envie de dire, pour ce magazine? De l'installer, mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est que l'occasion nous a été donnée justement de faire ce revirement. Parce que Négus, c'est un produit qui a trouvé son audience. Le but, c'est aussi que l'audience grossisse, parce que Négus porte la parole noire, mais il n'est pas réservé aux noirs. Au contraire, cette parole, on la porte à tout le monde. On est indépendant, donc on a le choix. L'indépendance, ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. Et la seule responsabilité qu'on prend, je dirais, c'est auprès de notre lectorat. On veut faire de Négus le meilleur produit possible et un produit qui s'installe dans la durée. Merci beaucoup. Merci à toi. Le mot de la fin. Merci encore d'être venu. Donc là, c'était un petit cocktail pour marquer le coup, en tout cas. Donc vous recevoir ici avec les partenaires Black Fahrenheit. Donc merci Freddy. Je vais laisser le mot de la fin à Christian. Bonsoir à tous. Déjà, merci d'être venus. C'est ensemble que les choses se construisent. Et quand on dit ensemble, c'est une réalité. Aujourd'hui, on ne peut pas faire les choses si on ne fait pas les choses de manière intelligente et encore une fois ensemble. Parce qu'on a besoin de l'autre. Et ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de solidarité. On aime parler de la culture, des cultures afro, des cultures noires. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ces cultures noires, de ces cultures afro? Quel enseignement on tire vraiment de tout ça? C'est quoi l'idée derrière? C'est de se lever le matin et de se dire, allez, on y va. Je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il faut aller encore plus loin que ça. Parce que Négus, c'est qu'un prétexte. Nos filles, c'est qu'un prétexte. Noir et Fier, c'est qu'un prétexte. Pour qu'on se réunisse et qu'on soit ensemble. Vraiment et définitivement, les Noirs et Fiers. C'est pour nous un honneur, une joie de pouvoir raconter ce type d'histoire. N'oubliez pas, en fait, tout est une affaire de narration, de récit. Le narratif, il faut qu'on se l'approprie. Et avoir des jeunes ambitieux qui ont l'idée et la vision de créer un magazine, d'être présent dans un kiosque. Au-delà de la vision et du talent, c'est d'abord du travail. Non, mais en fait, tout ça, pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des personnes qui ont une idée, qui ont une vision et qui travaillent. Qui travaillent pour pouvoir raconter vos histoires, individuelles, collectives, professionnelles. Et que si nous, on n'adhère pas à ça, si nous, on n'a pas un geste d'achat, un acte d'achat, qui est un, pour s'informer, mais deux, pour encourager, et trois, pour peut-être susciter des vocations chez vous, peut-être même chez vos enfants demain. Donc voilà en fait ce que moi j'aimerais encourager aujourd'hui, pour dire que pour qu'eux continuent à nous raconter, il faut qu'on adhère à ce projet et qu'on puisse acheter ce magazine, s'abonner et le faire vivre tout simplement. Je vous remercie. Merci à vous, bonne soirée. Après ce moment d'échange constructif, place au rire. Direction Aubervilliers pour le spectacle de Sako, toujours sur Live Story. Écoute. À quel moment je fais la écoute ce son, écoute cette partie, écoute cette partie. 1, 2,
2, 3, 4. Maria, Soweto. Maria, Soweto. Tu vois? À quel moment on travaille? Pousse-toi, non mais je te... Bon, tu vois, nous, on n'a pas trop des comportements des gens qui sont pour toi. C'est vous, madame. Oui, merci, voilà, monsieur. bon, Dites-moi. bon, comme tu t'es assise, je vais te proposer à boire. Mais pas beaucoup, j'en ai besoin. Donc, avant de monter sur scène, c'est ça. Toujours la musique. Toujours la musique. Attends, je présente la loge quand même. Alors, ça c'est mon ordi. Bon, voilà, c'est avec ça que je mets la musique, mon téléphone. Là, c'est le gobelet. C'est bien. Ça, c'est la bouteille d'eau qui s'allume. Ça, bon, voilà, la lumière. Quand tu veux faire de la Merkel, voilà. Là, le lavabo, ça, c'est mon tapis de prière parce que c'est important dans la vie, il faut prier, tu vois. Donc, ça, c'est la fenêtre, tu vois. Il faut aérer un peu. Tu vois, tu ouvres un peu l'air rentre, tu comprends? Voilà. On va y aller, hein. On va faire l'interview. Tout de suite. On a du temps aussi. On a vu la loge. On y va. C'est parti. Sako, la star du web. Alors, je suis très flatté, merci. Oh, je vous en prie, monsieur. Oh là là. C'est ça, n'est-ce pas? Bon, un peu. Un petit peu, on va dire ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu t'es retrouvé comme ça à te mettre en scène? Alors, c'est pas allé très très vite, mais c'est allé, j'ai pas vu venir, on va dire, parce que comme tu l'as dit, j'ai commencé par le web, j'ai commencé les vidéos sur Internet et un jour, Prince m'a contacté. Prince qui est Mon producteur. Aujourd'hui, voilà, bien si sûr. on ne connaissait pas, c'est mon producteur. Exact. Qui m'a contacté sur Facebook. Il est venu me voir, il m'a dit ouais, ça te dirait de faire de la scène. Entre-temps, moi, j'avais déjà commencé la scène, j'avais déjà commencé à faire des petits sketchs de 5 minutes dans des cafés-théâtres sur Paris. Et c'est là quand il m'a proposé de faire de la scène avec lui, voilà, je me suis dit pourquoi pas, tu vois. C'est là qu'on a commencé à bosser ensemble et il m'a mis un ultimatum le 1er janvier là, de cette année. Et il m'a dit, bon, on va remplir une salle de 400 personnes, il faut que tu aies un spectacle d'1 heure. Et j'avais 15 minutes. Ah oui. Et du coup, c'était 4 mois après. Donc en 4 mois, il a fallu que je fasse travailler. Je devais travailler. J'avais la deadline, c'était... Et c'est là qu'on a commencé à bosser, on a écrit, je partais chez lui, je ratais le RERD, tout ça. Mission, franchement, c'était... Mais voilà, j'en garde que des bons souvenirs. Et puis c'était une bonne pression, on va dire. Ouais. Et du coup, on a pu remplir la salle de 400 personnes, on a présenté le spectacle aux gens. Et puis voilà, aujourd'hui, on en est là. C'était sur ce que j'avais vécu, ce que j'ai travaillé au McDo. J'avais des sketchs sur le McDo et tout, des choses qui me sont arrivées. On a élargi les sujets, on a bossé, on a cherché d'autres sujets. Parce que moi, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi là-bas, donc j'ai un peu les deux cultures. Bien sûr. On va dire que les 15 minutes que j'avais, c'était plus... on va dire ça visait une catégorie de personnes, c'était communautaire, on va dire, juste un peu. On a essayé d'élargir et de toucher tout le monde. C'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps, enfin pas énormément, mais ça a mis du temps. On a cherché d'autres sujets. Aujourd'hui, dans mon spectacle, je parle de tout. Je parle de tout. Je parle de l'anglais, je parle des États-Unis, Tu as vécu un petit peu aux États-Unis? Je suis un imposteur. Un petit peu. I'm a liar. Comment ça, un imposteur? Comme beaucoup? Just a little bit. Okay, mais... Oui, c'est pas énormément. Parce que non, en fait, j'ai pas vécu aux États-Unis en tant que tel. Je suis parti en vacances et j'ai fait 2 mois là-bas. Ok. En fait, c'était 2 mois intenses d'anglais parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit à mes cousins, j'ai dit non, je parle pas anglais et je parle pas français. Parle-moi en anglais, du début à la fin. Au début, bon, on va dire que je ne comprenais rien, c'était des Chinois. Voilà. Ça finit par rentrer, en fait. Voilà. Il y a un cerveau qui enregistre les choses. Qui a bien tourné. Et voilà, c'est pour ça que j'ai improved my English. J'ai pas vraiment vécu aux États-Unis, mais bon, voilà. On va dire c'est la volonté. J'ai fait un passage. C'est bien. Tu commentes souvent l'actualité. Alors, qu'est-ce que tu penses justement de ce mouvement des Gilets jaunes? Gilets jaunes, gilets. Voilà. Bon, moi, on va dire que je suis pour, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup de choses qui ont changé et les gens, ils s'appauvrissent. Il y a des gens qui n'arrivent pas à terminer leur mois, c'est très compliqué. Et quand tu vois que les gens du gouvernement, ils ne gagnent pas le SMIC. Tout à fait, bien sûr. J'ai vu des interviews où il y a des gens qui ne savaient même pas c'était combien le SMIC, tu vois ce que je veux dire? Et c'est des gens qui sont dans le gouvernement, c'est incroyable, tu vois. Donc ça veut dire qu'ils ne savent même pas ce que ces gens-là, ils vivent. Donc moi, je suis complètement pour et je suis de leur côté avec les Gilets jaunes. Moi, ce que j'adhère pas, c'est les cassages. On est d'accord. Il y en a toujours qui profitent justement de pouvoir s'incruster. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, les gilets jaunes, moi, franchement, c'est devenu la chanson. c'est ça. Les gilets jaunes, moi, je les soutiens à fond, mais vraiment, parce que bon, au bout d'un moment,
faut dire qu'il y a un gouvernement, il y a un président qui gère, mais quand le peuple il se lève, ça rigole plus. Parce que les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre, c'est sûr. Les gens, ils arrêtent. Peut-être un gilet jaune en Afrique, qui sait? Non, on veut que des gilets arc-en-ciel. En Afrique, non, on veut tous les gilets là-bas. Franchement, parce que c'est chaud. C'est chaud. Mais je suis pour les gilets jaunes. Il faut juste qu'on ne se perde pas, en fait. C'est ça. Casser, parce qu'il y a des gens qui essayent de s'en sortir aussi. Si tu casses leur magasin, comment ils font après? On est d'accord. Voilà. Aujourd'hui, tu as tu es bien connu. Ouais. On va dire ça. On va dire ça. On va dire ça comme ça. Et est-ce que c'est plus facile avec les demoiselles? Quel sujet pertinent. Écoute, oh my God, damn. Il y a des demoiselles qui veulent le savoir, n'est-ce pas? Oui, mais bon, si vous voulez savoir, je vais vous le dire. Et oui. Alors, il faut savoir que... évidemment, il y a beaucoup de filles qui m'approchent et tout, mais j'essaie de mettre en pratique les valeurs qu'on m'a inculquées. C'est très bien. Donc, ma maman m'a toujours dit de faire attention avec les femmes et tout. Je dirais pas que j'ai jamais fait de bêtises dans ma vie ou que je suis clean à 100%, mais aujourd'hui, c'est pas mon objectif de m'amuser avec les filles. C'est pas dans je cherche le mot. Dans ma route de carrière, oui, voilà. D'abord le travail. Le travail d'abord, exactement. Oui, bien sûr. Et comme on l'a souvent vu, c'est quand tu es stable que tu arrives à avancer dans ta vie. Parce que à gauche, à droite, franchement, ça ne sert à rien. Ça peut que te retenir, en fait. Donc aujourd'hui, il y a des filles qui m'approchent, mais je leur fais comprendre que ça ne m'intéresse pas. Et aujourd'hui, donc, j'essaie de trouver quelqu'un de bien. Donc j'ai trouvé quelqu'un de bien. Je m'accroche à elle et puis j'ai déjà trouvé. Mon amour, je l'ai déjà trouvé. Je chante. Donc voilà, j'ai trouvé quelqu'un, donc j'essaie de me stabiliser et puis avancer. Parce que bon, c'est bien d'être jeune, mais au bout d'un moment, quand on grandit, il faut savoir qu'on a grandi, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a un humoriste que tu kiffes? Oui, il y en a beaucoup même, mais bon. Mention spéciale, Gad Elmaleh. Ah ouais. Gad, excellent. Gad, c'est l'ultime. Il est trop fort, franchement. Ouais. Tu vois, le mec, il est sur scène, mais il imite, il bouge, il chante, il danse. Franchement, je me vois en lui. Ok. Je me vois en lui. Écoute, Gad, on te souhaite justement la carrière. Oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, on va bosser. Ouais, exact. Dans ton spectacle, tu es à fond en train de danser. Est-ce qu'il y a un son que tu kiffes en particulier en ce moment? En ce moment, ouais, Da Baby de Mr. Easy. Ça, c'est son nouvel album, From Lagos to London. Ok. Et Da Baby, franchement, le son, il me tue. Même là, j'ai écouté ça dans la loge, là, ça me ouf, ça rentre dans mon corps, puis ça va vers les orteils, tu comprends? D'accord, voilà. Carrément, ouais. Voilà. Et si je te dis Dadju? Oh my God, damn. Et moi, je te dis, Parce que c'est beaucoup les demoiselles qui adorent ce mec-là. Moi, je n'ai pas de honte à le dire. Dadju, il a un talent fou. On a vu son parcours de Shinsekai à Dadju aujourd'hui. Oui. Quand quelqu'un est fort, est-ce qu'il y a une honte d'aimer cette personne? Non. D'aimer ce qu'il fait? Non. Donc, je l'avoue, je le dis haut et fort. Zézé. Exact. Voilà. VG Dream. VG Dream, bon, ça que VG Dream, c'est Fégeta d'abord. Okay. Parce que moi, je le connais un peu avant, casse la démarche, tout ça. Oui. Donc, VG Dream, quand je vois, moi, je pense juste à Gagnoa. VG Dream de Gagnoa. On vient du même pays, tout ça, c'est la famille. VG Dream, c'est mon gars. Ok. MHD. Mais là, je donne que des noms qui kiffent, là. Non, mais normal. Non, tu donnes que des noms de gens que j'ai connus. Imagine, on était dans le même lycée. Ah oui. Ouais, imagine, on était dans le même lycée. Je suis ami avec son grand frère, donc du coup. Je connais un peu toute sa famille et puis franchement, MHD, il a fait un freestyle, on était en train de jouer à un jeu qui s'appelle Banks, on était en train de jouer, il a perdu, du coup son gage c'était de rapper. Et c'est là que la première fois je l'ai vu rapper et franchement énorme. Excellent. Et 2 mois après, bah oui. Voilà, c'est ça. Okay. Donc MHD, la moula, gang. Des projets à venir? Le 28 avril, on a présenté le spectacle. Donc c'était à l'étape brute. Là, je suis en résidence au Darius Melo tous les samedis. Tu y étais il y a quelques mois. On est en train de roder le spectacle, donc essayer de changer, de l'améliorer. Donc ce on compte faire l'année prochaine, c'est faire une salle plus grande que l'Apollo. Ok. Donc une belle salle plus grande et présenter le spectacle avec beaucoup d'améliorations.
Sako, il est bien parti. On te souhaite le meilleur. Merci beaucoup, merci. N'est-ce pas? Oui, bah oui, absolument, on y croit, on y croit. On va bosser pour. À très bientôt sur Live Story. Merci beaucoup déjà de m'avoir interviewé, ça fait plaisir. Je me sens un peu comme une star façon, et puis il y a une lumière sur moi. Bah oui, c'est la totale. C'est la totale, franchement. En tout cas, merci. The big star. Ouais, I just love it and you know what it is, yeah man. Ce que je veux dire, moi je suis arrivé à 14h. Non, je ne voulais pas rater mon rendez-vous. Elle est arrivée à 14h55, la meuf ponctuelle de ouf. Elle est arrivée comme ça. Il n'y avait pas de musique, hein. Mais on dirait qu'elle écoutait Casse la démarche comme Samuel, Samuel,